Je travaillais dans un petit prêteur sur gage d'une ville du Nebraska. Nous n'avions pas beaucoup de passages, surtout des habitués, surtout des bricoles, jusqu'à un lundi matin de 2012 où un homme portant une veste de mécanicien tachée est entré avec une petite boîte en velours. Il semblait incertain, nerveux, ne la posait même pas, la tenait dans ses deux mains et la fixait comme s'il hésitait à faire demi-tour. « Vous venez déposer quelque chose ?» ai-je demandé, à moitié distrait. J'étais en train de réorganiser une étagère de CD rayée et je m'attendais à une babiole de plus. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a simplement posé la boîte sur le comptoir avec une extrême délicatesse, comme si elle risquait de se briser s'il allait trop vite. À l'intérieur, il y avait un bracelet en or fin, du genre qu'on trouve dans une boutique de souvenirs des années 80. Des maillons fins, un petit médaillon et un pendentif en forme de lettre R. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas le style. C'était la gravure à l'intérieur du fermoir. Un nom, Rachel Marie Dunning, et en dessous, une date, 18 août 1988. L'homme m'a vu la lire. « C'est rien », a-t-il murmuré. Trouvé dans une boîte de bric-à-brac. Je fais du tri. Mais il ne me regardait pas dans les yeux. J'aurais dû me contenter de l'enregistrer, de remplir le reçu et de le mettre dans la vitrine avec les autres objets oubliés. Mais ce nom a réveillé quelque chose au fond de ma mémoire. J'avais grandi dans cette ville, et ce nom, je l'avais déjà entendu. Plus tard ce soir-là, je n'arrêtais pas d'y penser. J'ai googlé son nom. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Rachel Marie Dunning, 17 ans, disparue sans laisser de traces à la foire du comté de Dawson en 1988. Elle avait été vue pour la dernière fois près de la Grande Roue, vers 22h45. D'après le résumé de l'affaire, la foire était bondée. Musique, lumière, camions de nourriture. Personne n'avait rien vu. Une minute, elle marchait avec son amie. La suivante, elle avait disparu. L'histoire avait beaucoup marqué la ville à l'époque. Ses parents étaient passés aux infos. Des bénévoles avaient ratissé les bois et les champs pendant des semaines. Rien. Pas une chaussure, pas un cheveu, juste un sac à main retrouvé près d'une botte de foin, à côté des enclos des animaux. Et une photo prise par son ami quelques minutes avant sa disparition, où on la voyait sourire devant le carrousel, vêtue d'un chemisier rose et d'un jean, avec exactement ce bracelet à son poignet. Je fixais le bracelet sur mon comptoir. Le pendentif brillait encore. Le fermoir était un peu usé, mais fonctionnait toujours parfaitement. Il n'avait pas l'air d'avoir vieilli d'un jour. Je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne suis pas allé à la police. Pas tout de suite. C'était peut-être idiot, mais quelque chose me semblait étrange. Comme si ce n'était pas juste une preuve, mais un message ou un avertissement. À la place, je suis allé à la bibliothèque locale, là où ils gardent les anciens journaux de la ville sur microfilm. Je n'avais pas touché à une de ces machines depuis des années, mais j'ai retrouvé les articles d'origine, les avis de recherche, une photo granuleuse de Rachel et de ses parents se tenant la main lors d'une conférence de presse. Elle avait ce même sourire timide sur chaque photo, un peu incertaine, mais chaleureuse. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. En feuilletant un exemplaire daté d'août 1988, une feuille volante est tombée. Elle ne venait pas du journal. C'était une feuille imprimée classique. Pas de date, pas de titre, juste un paragraphe. La foire murmure après minuit, même quand elle est vide. Écoutez bien, et vous entendrez peut-être la musique du carrousel. Elle est faible, comme sous l'eau. Ne la suivez pas. Si vous la voyez, elle est toujours juste au-delà des grilles, près du stand de barbe à papa. Ne lui parlez pas, ne lui faites pas signe. Continuez simplement à marcher. J'ai regardé autour de moi, dans la bibliothèque vide, soudain conscient du silence. Quelqu'un avait glissé cette feuille exprès dans le meuble à microfilm. Je l'ai emportée chez moi. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Un de ces rêves vifs qui ne ressemblent pas à un rêve du tout. J'étais à la foire, mais tout était anormal. Pas de bruit, pas de gens. Les lumières étaient éteintes, sauf celle du carrousel. Il tournait lentement, en silence, dans des tons de jaune et de vert fané. Je sentais une pression derrière moi, comme si quelqu'un m'observait. Et puis, je l'ai vue, Rachel, ou quelqu'un qui lui ressemblait. Elle se tenait juste à l'extérieur de la clôture du carrousel, la moitié de son visage dans l'ombre. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas. Elle était là, immobile, son bracelet captant la lumière comme sur la photo.
Ses yeux paraissaient vides, comme en verre. Je me suis réveillé en sursaut. Mon appartement était plongé dans l'obscurité. J'entendais encore cette musique de carrousel étouffée. Mais c'était sûrement mon esprit qui me jouait des tours. Je suis retourné tôt au magasin de prêt-sur-gage le lendemain matin. Le bracelet avait disparu. J'ai cru qu'on l'avait volé, mais j'ai vérifié les caméras. Personne n'était d'entrée, même pas moi. L'enregistrement sautait de 22h47 à 5h02, comme si le temps avait sauté. J'ai regardé dans la vitrine, la boîte en velours était toujours là. Mais à l'intérieur, ce n'était plus le bracelet. C'était un vieux billet de foire, jauni par le soleil et froissé. Dawson County Fair, 18 août 1988. Et au dos, écrit d'une main tremblante, « Elle n'est jamais partie, elle est toujours là et elle attend. » La foire est à 10 minutes de route de la ville, si on prend la vieille déviation. Je n'y avais pas mis les pieds depuis des années. On y organise encore la foire chaque mois d'août. Même disposition, même stand de hot dog, même carrousel. Mais hors saison, l'endroit est vide, silencieux. Juste du bitume craquelé et des clôtures rouillées. Je m'y suis rendu juste après le coucher du soleil. J'ai garé ma voiture près de la porte sud, celle par laquelle Rachel serait entrée en 88. Je ne savais pas ce que j'espérais trouver. Peut-être que l'endroit aurait une ambiance différente, plus froide, hantée. Mais non, c'était simplement figé, comme si le monde avait oublié son existence. J'ai traversé le terrain. Le carrousel paraissait plus petit que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait, les chevaux figés en plein galop, les yeux ternis par la poussière. L'air sentait légèrement la graisse et l'herbe sèche. Et puis je l'ai vu, le stand de Barbe à Papa, exactement là où la feuille de la bibliothèque disait qu'il serait. Fermé, évidemment. Les volets baissés, les roues bloquées, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Quelque chose dans ce coin me glaçait le sang. Je suis resté planté là longtemps, à écouter, espérant entendre quelque chose. Et j'ai entendu. Une musique de carrousel, distante, étouffée, comme si elle venait de très loin ou d'un autre monde. Je me suis retourné. Le carrousel tournait. Il n'y avait personne autour. Le portail était toujours fermé, le boîtier de commande verrouillé, mais la plateforme tournait lentement. Les chevaux montaient et descendaient. Les lumières clignotaient, comme si elles s'étaient rallumées après des décennies. Et juste à côté, encore une fois, elle était là. Rachel, même vêtements, même bracelet. Mais cette fois, elle me regardait. Je ne pouvais pas bouger. Je ne sais pas combien de temps on est resté là, l'un face à l'autre. Puis elle a levé la main, pas pour faire signe. Elle pointait directement vers moi. J'ai reculé, trébuché sur une poubelle. Quand je me suis relevé, elle avait disparu. Le carrousel s'était arrêté. J'ai couru. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fixé mon plafond. L'image du bracelet gravée dans mon esprit. La boîte en velours était toujours sur mon comptoir, mais elle contenait désormais le billet de foire. Et l'écriture au dos, je l'ai reconnue. Je ne sais pas comment, mais je l'ai reconnue. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade et j'ai fouillé de vieilles boîtes chez mes parents. Albums, photos, coupures de journaux. C'est alors que je l'ai trouvée, la photo de ma classe de CE2. Nous étions environ 24 enfants, souriants, les cheveux en bataille, vêtus de salopettes et de cols roulés. Mais sur la rangée du haut, presque au bout, il y avait une fille dont je ne me souvenais pas. Rachel, même visage, même sourire, même collier qu'elle portait sur les photos à la télévision. Sauf qu'il y avait un problème. Elle aurait eu 17 ans en 1988 et cette photo datait de 1992. Je l'ai montrée à ma mère. Elle a haussé les épaules. Elle me dit quelque chose. N'est-ce pas celle qui a disparu? Je lui ai expliqué que cette photo venait d'un annuel de 1992. Elle s'est tue, à regarder de plus près. Non, ce n'est pas possible. Nous avons tourné la page, cherché la liste des noms des élèves. Non, pas de Rachel Dunning. Pourtant, là, sur la photo, elle était bien visible, tout à fait réelle, portant le bracelet. Je l'ai amenée à la bibliothèque, l'ai numérisée, puis comparée aux avis de recherche de 1988. C'était elle ou quelqu'un qui lui ressemblait trait pour trait. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Donna Lambert. Elle disait qu'elle s'occupait autrefois du stand des objets perdus à la foire
et qu'elle se demandait si quelqu'un avait vu une fille en chemisier rose. Donna expliquait que quelque chose l'avait toujours dérangée. Elle se rappelait d'une petite fille, peut-être 7 ou 8 ans, qui était arrivée seule sous le chapiteau cette nuit-là. Pas d'étiquette nominative, ne parlait pas, se tenait simplement là, le bracelet en or brandi, l'air effrayé. Ils avaient en supposé qu'elle était perdue. Mais quand Donna s'était retournée pour lui chercher une couverture, la fillette avait disparu. Disparu? Comment? Je veux dire sans laisser de traces. Pas d'empreinte, pas de pas, personne ne l'a vue partir. Je l'ai cherchée 20 minutes. J'ai cru l'avoir imaginée, mais quand elle est revenue le lendemain, le bracelet était posé sur le comptoir des objets perdus. Au cas où quelqu'un le retrouverait, a-t-elle dit. Et voilà que, 24 ans plus tard, j'en prenais possession. Une semaine plus tard, j'ai trouvé le prospectus de son vide-grenier. Il était enfoui dans une boîte de vieux reçus derrière le comptoir du prêteur sur gage. J'ai dû le jeter là des mois auparavant, sans jamais réaliser son importance. Son numéro de téléphone était encore griffonné en bas, à l'encre rouge fanée. Ce bracelet, on aurait dit qu'il tournait en rond dans cette ville, incapable de partir. Je l'ai rappelé. Cette fois, sa fille Lorraine a décroché. Donna était décédée 3 ans plus tôt. J'ai failli lâcher le téléphone. Lorraine m'a demandé pourquoi je l'appelais. J'ai expliqué, d'une voix hésitante, que je venais de tomber sur quelque chose que sa mère avait mentionné. Un bijou, un bracelet. Il y a eu un silence. Puis Lorraine a dit « Vous parlez du journal intime ?» Non, je ne savais pas. Elle m'a expliqué que sa mère tenait un carnet, commencé après l'affaire Rachel Denning, presque entièrement rempli de récits étranges, d'histoires à demi oubliées, de noms de personnes qui prétendaient l'avoir vue, entendue ou même parlé avec elle. Lorraine ne croyait pas aux fantômes, a-t-elle ajouté, mais les histoires que sa mère recensait n'étaient pas le genre de contes sur la femme en blanc. C'étaient des témoignages précis, toujours liés à la foire, toujours la nuit et toujours avec les mêmes détails. Le chemisier rose de Rachel, le bracelet charme en forme de R, la façon dont elle se tenait, immobile, juste au-delà de l'éclairage. Je l'ai supplié de me laisser lire ce carnet. Quelques jours plus tard, une enveloppe matelassée et jaunie est arrivée. À l'intérieur se trouvait un vieux cahier spirale, couverture marbrée, noir et blanc. Les pages étaient raides, parfois gondolées par l'humidité, mais pour la plupart intactes. Donna y avait écrit page après page, en cursive élégante. La première entrée datait du 1er octobre 1988. Madame Hegarty dit avoir vu Rachel au crépuscule, près du hangar 4H. Quand je lui ai demandé des détails, elle a répondu que c'était la façon dont Rachel se retournait par-dessus l'épaule. Comme si elle sentait qu'elle ne devait pas être vue, comme si elle était prise en flagrant délit de mensonge. 7 juillet 1991. Un garçon nommé Carson est venu au stand des objets perdus. Des témoins affirment avoir aperçu Rachel, debout, silencieuse, près du stand de barbe à papa, du carrousel ou des enclos d'animaux. Certains disent l'avoir vue seulement dans des reflets, glaces déformantes, flaques d'eau, vitres des guichets, toujours avec le bracelet. Mais la dernière mention, celle consignée par Donna avant qu'elle n'arrête d'écrire, était différente. 2 septembre 2002. J'ai trouvé quelque chose derrière la cabane d'entretien. Un soulier à moitié enterré, en cuir usé, pointure 7. J'ai signalé la découverte. Ils disent que cela ne prouve rien, mais je sais que c'est le sien. Je me souviens parfaitement de cette paire sur la photo. La petite fleur était cousue près de l'orteil. « Je ne pense pas qu'elle cherche à nous hanter », écrivait Donna. « Je crois qu'elle est coincée, ni morte ni vivante, simplement piégée, comme une chanson enfermée dans une boîte à musique et dont le couvercle ne se referme jamais. » Je n'ai presque pas dormi après cette lecture. J'ai recommencé à faire ce rêve, le même. Les baraques de la foire déserte, les lumières ronronnantes, le carrousel tournant en silence. Rachel debout à l'extérieur du cercle lumineux, me fixant, toujours en train de me regarder. Mais cette fois, dans le rêve, elle articulait quelque chose sans bruit. Ses lèvres bougeaient lentement, délibérément. Et quand je me réveillais, trempé de sueur, le cœur battant, les mots résonnèrent dans ma tête. « Regarde dans le miroir ». Il m'a fallu 3 jours pour prendre mon courage à 2 mains. Mais quand j'ai finalement osé, j'ai allumé la lumière dans ma salle de bain, me suis tenu devant le miroir
et ai fixé mon reflet. Je ne l'ai pas vue, elle. Je me suis vu moi-même. Mais le bracelet que je savais disparu, était posé sur le lavabo, juste derrière moi. À l'endroit même où je ne l'avais pas laissé. Je me suis retourné brusquement. Rien. Puis quand j'ai regardé de nouveau dans le miroir, il était de nouveau visible, mais seulement dans le reflet. Il scintillait, net, réel. Et alors j'ai remarqué quelque chose d'autre. Quelqu'un se tenait derrière moi. Pas Rachel. Un homme. D'abord une silhouette indistincte, atténuée, vêtu d'un uniforme de shérif ancien, avec un chapeau à large bord et un badge porté haut sur la poitrine. Je me suis retourné encore une fois. Il n'y avait rien. Mais quand j'ai de nouveau regardé dans le miroir, lui aussi avait disparu. Sauf qu'une nouvelle inscription s'était tracée sur le verre embué, comme si un souffle avait formé ces lettres juste assez longtemps. Un seul mot. Écoute. Je suis resté face au miroir pendant ce qui m'a semblé durer 1 heure. Le mot s'est estompé lentement, comme la buée disparaît et je n'ai pas osé l'effacer. Ce n'était pas de la simple buée, c'était un avertissement. Écoute, ce même mot qui apparaît dans le journal de Donna. Je me suis souvenu qu'il n'était pas en majuscule et pas isolé, mais qu'elle l'avait souligné dans une note datant de 1996, après avoir parlé avec un employé de la foire qui jurait avoir entendu une fillette pleurer sous la plateforme du carrousel, une fois les grilles fermées. Cet employé est mort l'année suivante, dans un accident de voiture, en dérapant sur une route pourtant claire. Ni alcool ni drogue, disparu sans explication. J'avais besoin d'aide, mais pas de la police. J'avais besoin de quelqu'un qui se souvienne. Alors j'ai appelé Warren Fry. Il était shérif du comté de Dawson en 1988. Maintenant à la retraite, bien dans les 70, et d'après ce que j'avais entendu, plutôt reclus. Il vivait dans une cabane au bord du lac, n'avait pas répondu aux journalistes depuis des décennies et refusait toute interview depuis que l'affaire était classée sans suite. Mais je n'avais presque plus d'options. Sa voix, quand il a décroché, était sèche et hésitante. Il ne reconnaissait pas mon nom, bien sûr, mais quand j'ai mentionné le bracelet et le nom complet de Rachel, un long silence cassant s'est installé. Puis il a dit, d'une voix basse, « Si tu veux des histoires, tu peux oublier ça. Je ne parle pas de cette fille. Je ne cherche pas des histoires, ai-je répondu doucement. Je pense qu'elle est toujours là. » Un nouveau silence. Et enfin, d'une voix plus douce, « Tu devrais venir ici. Apporte le bracelet. » Warren vivait à environ 40 minutes de route de la ville. Une piste de terre sinueuse menait à une petite cabane entourée de pins et de silence. Lorsque je suis arrivé, il se trouvait déjà sur le porche, adossé à la balustrade, un thermos à la main et une cigarette presque consumée dans l'autre. Il paraissait épuisé d'une manière que l'âge n'explique pas toujours, comme si quelque chose l'avait usé jusqu'à la moelle. Je lui ai montré le bracelet. Il ne l'a pas touché, il l'a simplement contemplé longuement. « C'est moi qui ai mis ce bracelet sous scellé, a-t-il dit. Je l'ai remis comme preuve la nuit où elle a disparu. Puis 2 jours plus tard, il avait disparu, remplacé par un bout de papier froissé. Ils ont prétendu que c'était une erreur administrative. Ils ont dit que je l'avais mal enregistré. Non, dis-je, vous ne vous êtes pas trompé. Non, répondit-il, je ne me suis pas trompé. Il a pris une profonde inspiration et s'est lentement assis dans un fauteuil en osier, m'invitant à prendre place en face de lui. Puis, sans plus de cérémonie, il s'est mis à parler. Je connaissais les parents de Rachel bien avant tout ça. Des gens de la ville simples. Sa mère enseignait le piano, son père réparait des chauffages, de bonnes personnes. Elle était leur unique enfant. Elle rêvait beaucoup. Toujours la tête plongée dans des livres sur les voyages et l'archéologie. Elle voulait devenir la prochaine Margaret Mead. Il a éteint sa cigarette dans une vieille boîte de conserve rouillée, posée à côté de la marche du porche. Cette nuit-là, la foire était plus fréquentée que d'habitude. Nous avions du personnel supplémentaire sur place parce que certains forains causaient des ennuis, buvant sur leur lieu de travail, franchissant les limites, mais rien de vraiment grave. À 22h47, son amie est arrivée en courant vers l'un des adjoints, en larmes. Elle a dit que Rachel était partie acheter de la limonade et n'était jamais revenue. Nous avons supposé qu'elle s'était éloignée, qu'elle s'était ennuyée, qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un. Des adolescentes disparaissent en quelques heures, ça arrive. Mais pas comme ça. Non, dit-il, pas comme ça. Warren a expliqué qu'ils avaient ratissé le terrain jusqu'à 3 heures du matin.
Des bénévoles se sont joints à la recherche à l'aube. Des chiens policiers ont flairé son sac à main, mais ont perdu sa trace juste après les enclos du bétail. Aucune trace de lutte, aucun objet abandonné, juste une absence totale. Puis, 2 nuits plus tard, nous avons reçu le premier appel. Quel appel, ai-je demandé. Une vieille femme nommée Elsie Brangan vivait dans une ferme à quelques kilomètres des lieux de la foire. Elle jurait sur la tombe de son mari, qu'une fillette avait frappé à sa porte arrière vers 23 heures. Toute trempée, pieds nus, elle avait demandé à utiliser le téléphone. Quand Elsie s'est retournée pour lui chercher une couverture, la fillette avait disparu. Il ne restait qu'une empreinte mouillée sur le lino. Et cette femme l'a décrite exactement comme Rachel, jusqu'au bracelet charme en forme de R. Mais alors, pourquoi ça n'a-t-il rien donné? Ai-je poursuivi. Warren m'a lancé un regard étrange, mi-pitié, mi-avertissement. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une piste, quelque chose l'effaçait. Il a ouvert un tiroir près de la porte d'entrée et en est sorti un dossier en manille fin. Voilà ce que je n'ai jamais dit à la presse, a-t-il expliqué. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de notes manuscrites, d'anciennes interviews, même des polaroids d'étranges symboles tagués sur des arbres derrière les entrepôts de la foire. Une page entière était couverte de boucles et de barres, dans un alphabet que je n'ai pas reconnu, et en bas, une légende en majuscules rouges. Même signe trouvé sur un arbre près de l'incident du lac 79. Quel incident du lac, ai-je demandé. Warren a hésité, puis s'est resservi un verre. En 1979, un gamin nommé Tommy Wilkes a disparu lors d'un feu de camp d'été près de Bell Lake. Personne ne s'en est aperçu avant qu'on attaque les Chamallows. On l'a cherché toute la nuit. On ne l'a jamais retrouvé. 3 jours plus tard, la patrouille nautique a découvert ses baskets flottant près de la rive nord, mais à l'intérieur, des cailloux serrés comme si quelqu'un les avait bourrés là, après lui avoir retiré les pieds. Il a désigné les symboles. Ces signes ont été retrouvés gravés dans un tronc d'arbre à 15 mètres du feu de camp. Même dessin, même motif en boucle. Et encore, en 1988. Et devine quoi? 2 ans après la disparition de Rachel, un gardien a trouvé les mêmes signes gravés sous les gradins de la foire. Je suis resté silencieux, la gorge sèche. Tu veux dire que tout ça ne concerne pas seulement Rachel? Je dis que cet endroit oublie des choses. Il les avale puis les recrache modifiées. Lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai revérifié le bracelet. Cette fois, la gravure à l'intérieur avait changé. Le nom était toujours là, Rachel Marie Dunning. Mais une seconde ligne figurait à présent sous la date. Elle n'est ni partie ni retrouvée. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis à la table de la cuisine, fixant ce message. Le bracelet semblait plus froid qu'avant, plus lourd, comme s'il portait autre chose que du métal. Et puis, je l'ai entendu, faible mais indubitable. De la musique de carrousel provenant de quelque part derrière les murs. J'ai suivi la musique. Je sais comme ça peut paraître, comme dans un cauchemar ou un film d'horreur, mais ce n'était pas soudain, ni fort. C'était un murmure mélodieux, comme si ça venait d'un vieux haut-parleur vinyle 2 pièces plus loin. Lent et saccadé, comme quelqu'un aurait enregistré de la musique de carrousel sur une cassette abîmée. J'ai pressé l'oreille contre le mur de la cuisine. Rien ne venait du couloir. Le son est monté en intensité. Il venait du placard. Je l'ai ouvert, m'attendant à ce que quelque chose en tombe, mais je n'ai vu que des manteaux, des cartons, une serpillière. Rien d'inhabituel. Pas d'enceinte, pas de radio, pas de câblage. Pourtant, la musique était bien là. J'ai fait un pas à l'intérieur. Le son s'est estompé, comme si j'avais traversé un rideau invisible de parasites. Puis j'ai remarqué une latte du plancher. Un angle était légèrement relevé, comme si on l'avait déjà soulevé auparavant. Je ne me souviens pas d'avoir pris une décision consciente, mais mes mains se sont mises en mouvement sans que j'y réfléchisse. J'ai soulevé cette latte. En dessous gisait une boîte noire plate, couverte de poussière, verrouillée, mais pas scellée. Elle s'est ouverte d'un clic. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies. Toutes montraient Rachel. Certaines m'étaient familières. Des copies de celles publiées dans les journaux, des photos scolaires, une photo d'anniversaire où elle souffle ses bougies. Mais d'autres étaient impossibles. L'une la montrait assise sur un banc. Je l'ai reconnue immédiatement. C'est au bord de notre parc près de l'étang. Or, ce banc n'y avait été installé qu'en 2004. Sur une autre photo,
Elle se tenait devant une église qui a brûlé en 1995. Sur toutes ces images, elle avait toujours 17 ans. Même chemisier rose, même coupe de cheveux, même bracelet, immuable, figé, comme si le temps n'avait jamais bougé pour elle. Il y avait aussi une cassette, sans étiquette ni pochette, juste une vieille TDK 90 sur laquelle on avait griffonné, d'une écriture enfantine. Rachel 1988 à 2012. J'ai fouillé dans les réserves du magasin et en ai sorti un ancien magnétophone à cassette. J'ai inséré la bande et appuyé sur Play. La cassette a grésillé, puis le silence. Puis un son est apparu, une respiration. Peu profonde, proche, comme si quelqu'un était assis très immobile juste à côté du micro. Puis une voix, douce, presque trop faible pour être comprise. « Ça ne s'arrête pas. Les lumières mal restent allumées, même quand la musique se tait. Même quand les portails sont fermés. » Il y a eu un silence, puis la voix reprit. « Ils m'ont dit que je pouvais partir, mais ils ont menti. » Un clic discret, puis plus rien. J'ai relancé la cassette 10 fois. Toujours la même séquence. Pas de nom, pas de date, juste ces mots, ces respirations peu profondes. Cette impression d'isolement, comme si la voix résonnait à l'intérieur d'un lieu inadapté aux humains. J'ai tenté d'améliorer la bande sur mon ordinateur, en utilisant des outils audio basiques pour atténuer le souffle. J'ai ralenti l'enregistrement, isolé les sons de fond. À 1 minute 48 secondes, quelque chose a émergé, très faible sous la voix de Rachel. Une seconde voix, un murmure masculin bas. J'ai à peine distingué une phrase. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Cette nuit-là, j'ai fait un autre rêve. J'étais de nouveau à la foire, mais cette fois, c'était l'hiver. La neige était fraîche, intacte, recouvrant tout dans un silence absolu. Les manèges étaient à demi ensevelis. Les baraques s'étaient effondrées sous le poids de la glace. Et pourtant, les lumières du carrousel brillaient. Rachel se tenait là, juste à l'intérieur du cercle lumineux, ne me regardant pas cette fois, mais fixant le ciel, les bras pendant le long du corps. Sa bouche était ouverte, comme si elle allait crier, mais aucun son ne sortait. Puis j'ai aperçu quelque chose derrière elle, quelque chose qui bougeait, une ombre, pas un humain, pas vraiment. Une forme haute et étroite est entrée dans la lumière. Mais lorsqu'elle a traversé le halo du carrousel, elle a disparu, comme si la lumière ne la touchait pas. Rachel s'est retournée vers moi, lentement, et ses yeux, ils avaient disparu, pas crevés, juste vides, comme des yeux de poupée en verre laissés nus. Je me suis réveillé en hurlant. Le matin, le bracelet avait de nouveau disparu. Mais à sa place se trouvait autre chose. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis des décennies. Une feuille de papier pliée. Un avis de disparition. Pas l'officiel que la police avait utilisé en 1988, je les reconnaîtrais immédiatement. Non, celui-ci était différent. Papier d'imprimante ordinaire, impression noir et blanc, fait maison. Il ressemblait exactement à ceux que nous fabriquions aux prêteurs sur gage pour les enfants du coin qui avaient défugué. On les épinglait sur des panneaux en liège, dans les épiceries, dans les vitrines. Sauf que celui-ci n'avait pas de coupon détachable pour contacter une personne. Il disait simplement « Disparu, Rachel Marie Dunning. Dernière vue le 18 août 1988. Si vous la voyez, n'engagez pas le contact. Ne parlez pas, ne suivez pas. Elle ignore qu'elle est introuvable. » Je suis resté assis dans la cuisine, ce papier devant moi, pendant presque 1 heure, essayant de respirer, d'y réfléchir. Elle ignore qu'elle est introuvable. Qu'est-ce que ça signifie au juste? J'ai songé aux notes de Donna, aux étranges récits de Warren, aux photos dans la boîte noire, à la silhouette dans le rêve, aux murmures sur la cassette. Tout tournoyait comme une fumée autour de la même vérité non résolue. Rachel n'avait pas disparu. Elle n'était pas partie de son plein gré. Elle n'était pas morte. Elle était toujours là, dans cette ville, coincée dans cette boucle, dans quelque version du terrain de la foire qui existait hors du temps. Et elle avait toujours 17 ans. Toujours le même collier charme. Toujours en attente que quelqu'un remarque que quelque chose n'allait pas. Je suis retourné à la foire. Pas en plein jour, pas avec quelqu'un en renfort. Juste moi, seul comme un imbécile. C'était début octobre maintenant. Hors saison, les grilles étaient enchaînées.
L'asphalte était craquelé, jonché de feuilles brunes. Le vent faisait grincer les vieilles baraques métalliques comme quelque chose de furieux qui tentait de s'échapper. Je n'avais pas emporté le bracelet. Il ne restait jamais avec moi quand j'essayais de le porter. Mais j'avais apporté le carnet de Donna, le dossier de Warren, la cassette et une caméra. Je me disais que je voulais juste de la documentation, une preuve, quelque chose qui ancrerait tout cela dans la réalité, même si j'en perdais déjà la raison. Je me suis faufilé par une brèche dans la clôture derrière le barnum des animaux. Dès que j'ai mis un pied à l'intérieur, l'air a changé. Ce n'était pas la température. Pas exactement. C'était la pression, comme si j'entrais dans une pièce close qui n'avait pas été ouverte depuis des décennies. Lourd, immobile, plein d'attentes. Le carrousel était toujours là. Toujours ce carrousel. Sa peinture était encore plus fanée, maintenant. Les chevaux craquelaient et écaillaient, mais les lumières étaient allumées. Aucune corde électrique visible. Aucun bruit, juste la lumière et la musique. Cette rengaine de carrousel déformé, lente, brisée, tournant sans fin comme une question sans réponse. Je me suis approché lentement, filmant au fur et à mesure. Le flux de la caméra paraissait normal, sauf quand j'ai passé le stand de Barbe à Papa. L'écran a clignoté une fraction de seconde, mais lorsque j'ai mis la vidéo sur pause et zoomé dessus plus tard, j'ai vu quelque chose. Une silhouette dans la vitrine. Pas Rachel, mais un homme, pâle, vêtu d'un uniforme de concierge des années 80, tenant ce qui ressemblait à un bloc-notes. Il n'était pas là quand je regardais en direct, seulement sur l'enregistrement. J'ai éteint la caméra après ça. Je ne voulais pas savoir ce que d'autres elle pourrait montrer. Près du carrousel, j'ai trouvé quelque chose enfoui dans la terre. Un coin de plastique à peine visible sous l'herbe morte. Je l'ai sorti doucement. C'était une carte d'identité d'élève plastifiée, décolorée, endommagée par l'eau. La photo était presque effacée, mais le nom restait lisible. Cameron Lee Westbrook. Ça ne me disait rien sur le moment, mais la date si. 10e année, 1994. Un autre enfant disparu. J'ai cherché son nom ce soir-là. Il s'était volatilisé en rentrant du cours de football. Il n'avait jamais dépassé le bout de sa rue. Aucune piste, aucun suspect. Et pourtant, voici sa carte retrouvée 15 ans plus tard, enterrée sous le carrousel où Rachel avait été vue pour la dernière fois. Je l'ai glissée dans ma poche. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'échelle. Elle menait sous le manège. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas remarquée plus tôt. Peut-être qu'elle n'avait pas toujours été là. Mais maintenant, elle se dressait, faite de barreaux de fer rouillés, descendant dans l'obscurité. Il restait 14% de batterie sur mon téléphone. J'ai allumé la lampe torche et j'ai commencé à descendre. 15 barreaux jusqu'au bas. Un sol en béton, humide, froid. Un couloir étroit se prolongeait devant moi, bordé de poutres de soutien et de câbles apparents. Ça ne ressemblait pas à une partie de l'infrastructure de la foire, plutôt à un ancien passage de stockage construit il y a des décennies, puis oublié. L'air sentait le moisi et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique. J'ai suivi le couloir sur une dizaine de mètres jusqu'à une porte en bois, déformée, peinte en rouge. Mais la peinture s'était écaillée en larges lambeaux. Quelque chose y était gravé. Ne la réveille pas. J'ai touché la poignée, glaciale, et l'ai tournée. La pièce au-delà était petite, circulaire, comme un silo en béton enterré sous la foire. Et en son centre, entouré d'un anneau de miroir, se trouvait une chaise, une simple chaise en bois, sur le dossier de laquelle pendait un bracelet. Son bracelet. J'ai fait un pas en avant. Les lumières au-dessus ont vacillé 2 fois, puis tout s'est éteint. Obscurité totale, mais les miroirs, eux, sont restés illuminés, non pas d'une lumière vive, mais d'une lueur douce, comme celle de la lune se reflétant sur du verre. Et dans chaque miroir, elle était là, Rachel, mais jamais 2 fois de la même manière. Dans l'un, elle se tenait debout. Dans un autre, elle s'asseyait. Dans un troisième, elle souriait, les yeux fermés, comme si elle ignorait qu'on la regardait. Et dans l'un, le plus grand, elle me fixait directement. Je ne pouvais plus respirer. Puis elle a parlé, ou ce sont les miroirs qui ont parlé, ou l'air, je ne sais plus. Tu n'aurais pas dû venir. La voix n'était pas menaçante ni en colère. Elle était triste, épuisée, comme si cela s'était déjà produit des dizaines de fois et que ça se terminait systématiquement de la même façon. Je me suis retourné pour partir.
La porte avait disparu. Il n'y avait plus qu'un mur de béton. J'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, j'étais de nouveau dehors, sur le terrain de la foire. Mais c'était le matin. Le soleil s'était levé, les lumières étaient éteintes. Ma caméra avait disparu. Mes mains étaient vides. Et dans ma poche, pas le bracelet, pas la carte d'identité, juste un bout de papier déchiré, 6 mots écrits en lettres majuscules. Tu ne peux pas trouver ce qui reste caché. Je suis rentré chez moi. Personne ne m'a cru. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me croie. Mais cette nuit-là, j'ai rouvert la boîte noire. Les photos avaient disparu. Toutes, sauf une, Rachel. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Derrière elle, légèrement floue, se tenait moi. Je suis resté longuement à la regarder. Je ne me souviens même pas de l'avoir prise hors de la boîte. Elle était là, sur la table, la seule photo restante dans la boîte noire. Tirage usé, un peu fané. Rachel au premier plan, debout près de la grande roue, un sourire doux, incertain, et derrière elle, flou, comme quelqu'un bougeant à la lisière du cadre. Je portais les mêmes vêtements qu'hier. Je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. Rien de tout cela n'avait de sens. Absolument rien. Je n'étais même pas né en 1988. Et pourtant, j'étais là, sur une photo prise la nuit même où elle a disparu, debout juste au-delà des lumières, regardant vers elle. Ou peut-être au-delà d'elle, comme si j'avais toujours été là. J'avais besoin de réponses, pas de suppositions, pas de théories. Alors je suis allé aux archives, dans le bureau des registres, celui qu'ils n'ont jamais vraiment numérisé, dans le sous-sol de l'ancien palais de justice, où l'on garde des dossiers papier qu'on ne touche plus. Le préposé à l'accueil n'a à peine pas levé les yeux. Je lui ai remis une liste. Rachel Marie Dunning, 1988. Cameron Lee Westbrook, 1994. Tommy Wilkes, 1979. Rapport de maintenance du terrain de la foire du comté de Dawson, 1970 à aujourd'hui. Il a haussé un sourcil puis est parti au fond du bureau. Il est revenu avec 3 cartons. Le reste était archivé hors site. J'ai commencé à fouiller. Le dossier de Rachel était mince. Des pages manquaient. Des témoignages caviardés. L'esquisse faite par la police d'un homme aperçu près du périmètre de la foire était estampillée « non vérifié ». Celui de Cameron était encore plus maigre. 2 pages en tout. Une déclaration de disparition. Un appel anonyme mentionnant des cris près des vieilles écuries et rien de plus. Mais le dossier de Tommy, là, c'était différent. J'y ai trouvé une carte dessinée à la main, pliée et jaunie, montrant l'emplacement du campement près de Bell Lake, la fosse à feu, les ruines de la cabane. Mais dans les marges, quelqu'un avait griffonné des coordonnées et un nom, H. Granger, journaux de bord du gardien. H. Granger. Il m'a fallu des heures, mais je l'ai trouvé. Nom complet. Harold Granger. Il avait été gardien saisonnier du terrain de la foire du comté de Dawson entre 1976 et 1989. Aucun numéro de téléphone, aucune adresse, juste une mention comme quoi il s'était retiré dans une maison de retraite du comté voisin. Je suis allé là-bas le jour même. La réceptionniste m'a dit qu'il parlait rarement. Alzheimer avancé. Il se souvenait à peine de son propre nom. J'ai insisté pour essayer quand même. Elle a haussé les épaules, m'a conduit dans la cour. Il était assis seul dans un fauteuil roulant, fixant la fontaine. Je me suis assis à côté de lui, sans bruit. Puis j'ai prononcé un mot. « Rachel !» Sa tête s'est tournée lentement, puis il a murmuré. « Elle est repartie encore ?» C'était le début. Pendant une demi-heure, je n'ai presque pas respiré, tandis qu'Harold Granger, entre silence et divagation, me confiait des choses que je ne pouvais ni expliquer, ni même vouloir comprendre. Il disait qu'il existait une pièce sous la foire, plus profonde que les tunnels d'entretien, plus ancienne que les fondations, une pièce qui résonnait en respirant. Il disait qu'on lui avait certifié de ne jamais y pénétrer, juste de vérifier la trappe une fois par an, et toujours, de s'assurer qu'elle restait bien verrouillée. Parfois, disait-il, il entendait frapper. « Frapper ?» Il hocha la tête, mais jamais de l'intérieur, précisa-t-il. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dans cette pièce. Il m'a regardé avec des yeux dont la fragilité ne correspondait pas à son âge avancé, et il a dit « Pas quoi? Quand ?» Plus tard dans la nuit, j'ai rouvert la boîte à bracelets.
Mais cette fois, j'y ai trouvé quelque chose de nouveau. Une bande de 4 photos, comme celle que l'on obtient dans les vieux photomatons. 4 vignettes. Sur la première, Rachel souriante, tenant une pomme d'amour. Sur la deuxième, Rachel avec une amie, quelqu'un que je ne connaissais pas mais qui souriait aussi. Sur la troisième, la cabine vide. Sur la quatrième, moi, regardant l'objectif sans expression, simplement observateur, comme si j'avais toujours été là. J'ai emmené cette bande à Warren. Il est resté silencieux longtemps, la tenant à 2 mains comme si elle allait se briser. Puis il a demandé « Tu te souviens de la nuit où ton oncle est mort ?» J'ai cligné des yeux. « Quoi ? Ton oncle Brian est mort en 88, non ? » « Oui, dans un accident de voiture. » « Non. » Warren a secoué la tête. « C'est ce qu'on t'a dit, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. » Il a cherché dans un vieux tiroir et en a sorti une page pliée, un encart nécrologique. Brian Dunning, 32 ans. J'ai fixement regardé la vie. Dunning, le nom de jeune fille de ta mère. Tu ne le savais pas? Je secouai la tête lentement. Warren a allumé une cigarette. Ses doigts tremblaient. Brian n'était pas n'importe qui. C'était le cousin de Rachel. Et il a été la dernière personne à la voir vivante. Ils devaient se retrouver à la foire cette nuit-là. Elle n'est jamais venue. Le lendemain matin, il avait aussi disparu. « Mais on m'avait dit… »« Je sais ce qu'on t'a dit », a explosé Warren. « Mais regarde de plus près. Regarde tes photos de famille, regarde les dates et pose-toi une question. Pourquoi tout le monde dans ta famille vieillit sauf toi ? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas à cause de cauchemars, car je n'en ai pas eu. Juste un silence. Un silence si profond que respirer faisait mal. Comme si le monde attendait quelque chose. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. J'ai conduit pendant des heures, de comté en comté, en fixant les phares de ma voiture, comme si je craignais qu'ils s'éteignent et me laissent abandonner quelque part. Vers 1h du matin, je me suis arrêté dans un dîner au bord de la route, sur la route 36. Il était presque vide. Un vieil homme au comptoir, 2 routiers se disputant sur un jeu. Les néons bourdonnaient, comme en colère. Je me suis assis dans une banquette, j'ai commandé un café noir et j'ai ressorti l'avis nécrologique. Brian Dunning. Je ne l'avais jamais connu. Ou peut-être que je n'étais jamais censé le connaître. Je relevai les yeux vers la vitre et aperçus mon reflet. Et pendant un instant, juste un instant, ce n'était pas moi. Même visage, mais faux, comme un sosie, un comédien dans ma peau. Ce reflet ne bougeait pas quand je bougeais. Il se contentait de me regarder, puis de cligner des yeux, et j'ai poussé un tel cri que j'ai renversé mon café sur la table. J'ai appelé ma mère à 4h17 du matin. Elle a décroché aux 3e sonnerie, groggy, confuse. Je lui ai posé une seule question. « Qui suis-je » Elle est restée silencieuse longtemps, puis elle a dit « Qu'as-tu découvert ?» Je lui ai tout raconté. Le bracelet, la boîte, la bande photo, Warren, la vie nécrologique, Rachel, la pièce. Il n'y eut pas de choc dans sa voix, pas de déni, seulement un long souffle tremblant. « Je pensais que nous avions encore du temps », a-t-elle murmuré. Elle a accepté de me voir. J'ai repris la route vers sa maison, ma maison d'enfance, alors que le soleil se levait, pâle et meurtri sur le givre. Elle était déjà sur le perron, tenant un dossier. Ses mains tremblaient. Elle a dit « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je n'ai jamais voulu dire, mais tu as toujours été proche de la vérité, plus proche que je ne le pensais. » Elle m'a donné le dossier. À l'intérieur des photographies, des dizaines d'entre elles. La plupart me montraient, mais certaines n'étaient pas correctes. Sur l'une, j'étais debout à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas, dans une fête foraine qui n'existait plus. Ma chemise était trop grande. Mon sourire était décalé. L'arrière-plan était déformé, comme si la pellicule avait été exposée 2 fois. Sur une autre, j'étais plus jeune, peut-être 10 ans, en train de fixer Rachel à travers un champ d'herbe. Elle était floue, comme si elle se déplaçait dans un autre temps. Puis il y avait une page déchirée d'un ancien cahier. L'écriture était la sienne, celle de ma mère. Il disait qu'il se souvenait des choses dans le désordre, que le temps se pliait bizarrement autour de lui, qu'il pouvait reconnaître des gens qu'il n'avait jamais rencontrés ou rêver d'endroits inconnus. Mais il garantissait qu'il serait en sécurité, qu'on ne l'embêterait plus. Et ils affirmaient que le terrain de la foire serait désormais inactif, qu'elle ne reviendrait plus jamais. En dessous, avec un stylo différent, plus négligé,
figurait à 4 mots. Il commence à se souvenir. Je lui ai demandé ce que cela voulait dire. Elle s'est assise lentement, s'est frottée le visage comme si elle retenait cela depuis des décennies. Puis elle a dit « Rachel n'a pas seulement disparu, elle aurait été emportée par la foire. » Je la fixai. « Ça n'a pas de sens, ça n'en aura jamais. » Elle murmura « Pas entièrement. » C'est justement ça le problème. Elle m'expliqua que Rachel n'avait pas été la première, ni la dernière, que le terrain de la foire était ancien, plus ancien que quiconque ne pouvait l'imaginer, construit au-dessus de quelque chose qui se nourrissait du temps, de la mémoire, non pas mauvais ou conscient, simplement affamé. Et de temps en temps, quelqu'un disparaissait, mais pas vraiment. Les disparus restaient figés au moment de leur départ, marchant toujours les mêmes pas, bouclant sans fin la même heure, comme des sillons sur un vieux disque. Elle raconta qu'après la disparition de Rachel, Brian, son frère, était parti à sa recherche. Chaque jour, jusqu'à ce qu'un soir, il ne revienne plus. Puis, quelques semaines plus tard, elle trouva quelque chose posé sur son pas de porte. Un Polaroid, Brian et Rachel, debout côte à côte, souriant, et derrière eux, le carrousel. Je lui demandai comment il se faisait que j'apparaisse dans ces photos, que mon reflet ne me suive pas, que le bracelet réapparaisse sans cesse. Elle ne répondit pas directement. Elle se contenta de dire « Une part de toi était là avant même ta naissance. » Je ne quittais sa maison qu'au crépuscule. Lorsqu'enfin je mis le pied dehors, la pluie tombait en bruine, une pluie légère qui chuchote sur les toits. En me retournant pour verrouiller la porte, je la vis. Une affiche épinglée sur l'ancien panneau en liège du porche. Fraîchement imprimée, non imbibée d'eau. Simplement posée là, disparue, Rachel Marie Dunning. Dernière vue, 18 août 1988. Si vous la voyez, n'engagez pas le contact, ne parlez pas, ne suivez pas. Elle ignore qu'elle est introuvable. C'était la même qu'auparavant, sauf qu'en bas, une ligne nouvelle y avait été ajoutée. Il est avec elle, désormais. Je ne retournais pas tout de suite sur le terrain de la foire. J'essayais de vivre normalement. Aller travailler, faire la vaisselle, payer mes factures. Mais la normalité avait disparu. Chaque fois que je posais les yeux dans un miroir, quelque chose s'y décalait. Je clignais des yeux et mon reflet hésitait. Je souriais et il mettait une demi-seconde de trop à suivre mon mouvement. Au prêteur sur gage, des objets commencèrent à disparaître. Des affaires que je n'avais pas vendues, des objets qu'on n'avait même jamais touchés. Un jour, la lampe de laiton dans un coin. Le lendemain, une guitare appuyée contre le mur depuis le printemps. Et chaque soir, vers 22h45, les lumières vacillaient. Juste une fois, chaque nuit, à la même heure, comme une horloge. Une nuit, je découvris une lettre glissée sous ma porte. Tapuscrite. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Tu as franchi trop de seuils pour revenir en arrière. La foire n'emporte pas, elle se souvient. Elle n'est pas perdue, c'est toi. Cette nuit-là, j'eus un dernier rêve. J'étais de nouveau sur le carrousel. Mais cette fois, je ne me contentais pas d'observer. J'y montais. Les lumières tournaient autour de moi. Les couleurs se brouillaient comme du verre fondu. Rachel était installée sur le cheval juste devant moi, agrippant fermement la barre. Sa tête se tourna légèrement vers moi. Elle ne prononça aucun mot, mais je sus ce qu'elle voulait dire. Derrière nous, les miroirs ne reflétaient plus rien. Juste un noir infini qui engloutissait tout ce qui occupait le champ de vision. Le manège ralentit, puis, pour la première fois, elle se tourna complètement vers moi. Des larmes emplissaient ses yeux. Elle forma un seul mot avec la bouche. « Cours !» Je bondis hors du cheval. Le sol n'était pas de l'asphalte. C'était de l'herbe, haute, qui ondulait, familière. Le terrain de la foire avait disparu. J'étais dans le champ derrière la maison de mon enfance. Et pourtant, des dizaines de gens y étaient, immobiles, tous face à la même direction, tous familiers. Rachel, Cameron, Tommy, Brian et mon propre reflet me fixant, sans bouger, sans expression, comme s'ils attendaient dans quelque chose. Puis tous parlèrent en chœur. « Tu n'es jamais parti. » Je me réveillai dans le prêteur sur gage, la porte déverrouillée, les lumières allumées. Il était 22h45, l'heure exacte de sa disparition. Je baissai les yeux. Le bracelet s'était refermé autour de mon poignet. Sauf que cette fois, 2 noms y étaient engravés. Rachel Marie Dunning et mon propre nom,
sans date ni avertissement. Simplement 2 noms juxtaposés dans un ordre trop éclatant pour être réel. J'essayais de l'ôter. Impossible. Il ne bougea pas d'un fil. Le lendemain matin, je suis allé en ville. Le ciel était gris, le silence pesant. Des passants me croisaient dans la rue, mais ils ne me voyaient pas, ne me regardaient pas, ne réagissaient pas. Je passais devant la vieille maison de Donna, lumières éteintes, fenêtres planquées de planches. Puis devant la cabane de Warren, vide, aucun signe de vie, pas de traces de pneus, pas même une boîte aux lettres. Lorsque j'atteignis le perron du palais de justice, je vis une nouvelle affiche épinglée sur le panneau. Pas celle de Rachel, mais la mienne. Disparue. Prénom non, moi-même. Dernière vue, inconnu. Si vous le voyez, n'engagez pas le contact. Ne parlez pas. Ne suivez pas. Il ignore qu'il est introuvable. C'était il y a 3 jours. Ou peut-être 30. Le temps a cessé de fonctionner normalement. Le bracelet restait accroché à mon poignet. J'entendais encore parfois la musique du carrousel, plus forte certaines nuits que d'autres. Et juste avant de m'endormir, je voyais toujours, dans le coin du regard, le manège tournoyer lentement. Je me demandais si quelqu'un d'autre m'observait maintenant. Si, dans quelques années, quelqu'un découvrirait un bracelet dans un prêteur sur gage, avec 2 noms gravés, le mien et le sien. Alors peut-être enfin, le tour prendrait fin. Mais j'en doute. Certains tours n'ont jamais de fin. Ils oublient simplement comment commencer.